Et donc j'appelle sans tarder Gilles Laforgue, qui est professeur au département économie-finance de Toulouse Business School et qui va présenter le rapport Quinet sur la valeur de l'action pour le climat. Donc merci Gilles. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement professeur à TBS, je suis également chercheur à l'école d'économie de Toulouse et j'ai participé aux travaux, j'étais membre de la commission Quinet dont je vous présente aujourd'hui les conclusions. Donc en fait j'ai le rôle du bad cop là, c'est que je vais parler de prix du carbone, de choses un petit peu moins sympas à entendre. Pourquoi vouloir donner absolument un prix à des choses? Pourquoi vouloir absolument donner une valeur au carbone? Mais ça, tout économiste ou toute personne qui a une formation en économie vous dira que ça provient d'un simple principe qui est celui de l'externalité. En fait, l'objectif du fait des dommages générés par l'émission de chaque tonne de CO2, et à partir du moment où ces dommages, ou du moins l'émission de ces dommages n'est pas intégrée par les marchés, alors il est créé une valeur il y a une valeur négative qui doit être prise en compte dans les comportements individuels. Donc l'objectif ici, c'est de faire en sorte que les marchés, ou du moins d'aider les marchés à refléter cette valeur d'externalité négative. D'accord ? Donc intégrer cette valeur, ça doit se faire au niveau des décisions individuelles, donc de tous les consommateurs, nous tous, des entreprises bien sûr, des collectivités, mais également de l'État. Donc à chaque échelle, à chaque niveau, à chaque strate de la société, on doit pouvoir mettre en face de chaque tonne émise une valeur qui reflète finalement le montant monétaire, la valeur monétaire qui serait générée par le fait de ne pas émettre cette émission, cette tonne de carbone. Et donc l'intérêt, il est multiple. L'intérêt, tout d'abord, au niveau de l'État, va consister à intégrer la partie climatique dans l'évaluation socio-économique des politiques déjà en œuvre. Donc l'intérêt pour l'État, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale qui prenne en compte vraiment le climat dans l'évaluation de ces politiques économiques. Et sans valeur monétaire, on ne peut pas. Et donc, à l'aune de cette évaluation socio-économique beaucoup plus complète, on s'aperçoit qu'il y a des politiques qui sont menées depuis quelques années qui sont inefficaces, ou du moins qui coûtent beaucoup trop cher à la société par rapport à leurs bénéfices en termes de réduction des émissions. Et à contrario, il y a d'autres politiques qui pourraient être mises en place et qui ne sont pas. D'accord ? Donc l'objectif, effectivement, c'était l'objectif de la commission, la première commission sur le carbone qui avait été créée en 2008, déjà à l'époque présidée par Alain Quinet. Donc l'objectif de la commission Quinet 1 était de fournir une valeur tutélaire. Donc tout est dit dans ce mot tutélaire pour piloter et orienter les grands projets et les politiques publiques. Donc une fois qu'on a cette valeur en tête, c'est très bien, ça va également permettre de prioriser les projets. Puisque aujourd'hui, tout projet, donc si aujourd'hui je donnerai les véritables valeurs issues du rapport tout à l'heure, mais mettons qu'aujourd'hui une tonne de carbone soit évaluée à 50 €. Aujourd'hui, toute action pour le climat en faveur de la décarbonation qui coûte moins de 50 € se doit d'être entreprise. D'accord ? Au contraire, toute action qui coûte plus de 50 €, on doit attendre qu'elle coûte moins cher dans l'avenir. Et la vision, elle ne doit pas être uniquement statique, elle doit également être prospective. Il ne s'agit pas de donner juste aujourd'hui une valeur carbone, il s'agit également d'en donner une tendance à venir et une tendance relativement fiable. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'investissement, notamment dans la transition écologique, ou énergétique, on parle d'investissement sur du très long terme. Et donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une technologie n'est pas mature qu'elle ne doit pas être finalement développée, qu'on ne doit pas investir dedans. On devra investir dans cette technologie à partir du moment où le coût complet de cette technologie lors de son déploiement final restera inférieur à la valeur du carbone à la date où cette technologie sera disponible. Donc si on se dit que dans 10 ans, on évalue le carbone, la tonne de carbone à 100 €, toute technologie dont le coût complet de déploiement dans 10 ans sera inférieur à 100 €, devra être en entreprise, devra être développée dès aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est vraiment fournir un phare, une aide à la décision.
Pour les entreprises privées, c'est la même chose. On compte beaucoup sur les incitations des entreprises privées. Mais sans boussole, sans contrepartie monétaire pour les efforts qui sont entrepris par ces entreprises, on ne pourra jamais les inciter. Donc c'est aussi l'objectif. Et puis enfin, le dernier intérêt, c'est de fournir, c'est de servir de support à un signal prix sur les marchés. D'accord ? Et ça va passer par différents types d'instruments, comme la taxe, les subventions ou le prix sur les marchés, le prix des permis sur les marchés d'échange négociables. D'accord ? Donc voilà un petit peu quels sont les intérêts. Maintenant, comment procéder ? Mais il y a clairement deux types d'approches. Que mettre en face d'une tonne de carbone qu'on ne va pas rejeter dans l'atmosphère ? Il y a une première approche qui est l'approche historique en économie, qui est l'approche coût-bénéfice. Donc pour ceux qui ont fait d'économie dans la salle, c'est la vieille approche de Pigou, d'accord, d'Alfred Pigou, qui consiste à mettre en face de cette tonne de carbone rejetée le montant des dommages qui sont générés par l'émission de cette tonne. Mais attention, les dommages, ce n'est pas un dommage aujourd'hui, c'est une succession de dommages à venir. Donc, en face d'une tonne de carbone rejetée aujourd'hui, on met la somme actualisée des flux de dommages générés par le futur, donc tant que cette tonne reste présente dans l'atmosphère et tant qu'elle génère du dommage. D'accord ? Donc, résultat, puisque l'objectif consiste à mettre en face du carbone, de quantité de carbone, des euros, ça donne le graphique que vous avez ici, où sur l'axe horizontal, vous allez avoir la quantité de carbone présente dans l'atmosphère. Donc ça peut se mesurer en concentration atmosphérique, en ppm, en ce que vous voulez, une tonne de carbone, ok. Et sur l'axe vertical, vous aurez des euros. Et donc, l'objectif de l'analyse coût-bénéfice, comme je vous disais, consiste à croiser, à mettre en face du coût de dépollution, du coût de décarbonation, les dommages que ça permet d'éviter. Donc, on a une courbe marginale des dommages qui est le coût du dommage généré par l'émission d'une unité supplémentaire dans l'atmosphère, qui, bien sûr, est croissante en fonction que la concentration en carbone dans l'atmosphère s'accroît. D'accord ? Et puis, en face, vous avez un coût marginal de décarbonation, d'abattement, qui lui est décroissant. Puisque, au contraire, plus il y a de carbone dans l'atmosphère, moins les premières unités émises de carbone sont les moins chères. C'est comme ça que ça se passe. Alors en revanche, plus on désire réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère, plus ça va coûter cher. Il va falloir aller vraiment racler et chercher toutes les tonnes de carbone à ne pas émettre dans les technologies, grâce à des technologies ou par des technologies de plus en plus onéreuses. Okay ? Et donc à tout instant, si on adopte cette approche, on devrait avoir une quantité optimale de pollution et un prix, une valeur de la tonne de cette pollution, de ce polluant, qui coïncide précisément avec le coût marginal de décarbonation et le dommage que ça permet d'éviter. En faisant ça, ça permet de vraiment faire coïncider l'effort collectif avec finalement le dommage qui sera évité. Okay ? Et je vous demande d'observer qu'ici, attention, on n'est pas à gauche ni à droite. L'économiste que je suis ne prône pas la décarbonation totale, c'est sous-optimal du point de vue social. Okay ? Donc il y a certains discours qui disent qu'il faut être absolument à gauche. D'un point de vue économique, c'est sous-optimal. Ça nécessitera de faire beaucoup trop d'efforts par rapport aux dommages que ça permettra d'éviter. Alors ça, c'est l'approche historique traditionnelle qui pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est l'approche qui a été longtemps suivie. Le seul hic dans l'histoire, c'est qu'il s'agit d'évaluer, d'estimer des dommages qui ne sont pas encore survenus. Et donc là, comme mes prédécesseurs l'ont dit, existe un très très large spectre d'incertitudes qui fait qu'actuellement, ce genre de modèle, c'était la base. C'est le prix Nobel de 2018, William Nordhaus, a construit ces modèles sur cette approche-là, coût-bénéfice, mais ça pose un problème au niveau opérationnel pour les États, pour les décideurs publics. La non-mesurabilité de certains dommages pose un vrai problème. Donc, à cette approche est préférée une approche dite coût-efficacité qui consiste à mettre en face de la tonne émise le coût marginal de décarbonation à respecter, à suivre, pour respecter un certain engagement de stabilisation ou de décarbonation. Et ça, c'est une approche coût-efficacité, ça va mesurer le coût de la décarbonation face et par rapport à un objectif de décarbonation. Et il y en a en plein actuellement, c'est exactement ce qui se passe, quoi. C'est exactement ce qu'on a raconté ce matin dans les rapports du GIEC, ou ce que mon prédécesseur a dit sur la stratégie nationale bas carbone. Donc là, pourquoi ça ne marche pas ?
on va toujours avoir notre concentration de carbone dans l'atmosphère, nos euros ici. 3 minutes. Et par contre, on va fixer, ex ante, un objectif de concentration de carbone, d'accord ? Et on va avoir des fourchettes hautes ou basses de la valeur du carbone en fonction du coût marginal de technologies qui permettent de réduire les émissions de carbone. D'accord ? Donc, clairement, la commission Quinet a suivi cette deuxième approche, puisque c'est la manifestation économique de la stratégie nationale bas carbone, donc avec la définition de budget carbone pluriannuel et sectoriel. On a suivi cette approche coût-efficacité, avec 2 contraintes supplémentaires qui sont des contraintes de forçage, qui sont des points d'étape imposés. Le premier point d'étape, c'est une réduction de 40% des émissions à horizon 2030, et le deuxième, c'est l'objectif ZEN à horizon 2050. D'accord ? Donc face à ça, le principe est très simple. Il s'agit du même principe économique que celui qui régit l'exploitation optimale d'une ressource non renouvelable. Sachant qu'ici, la ressource non renouvelable, c'est le carbone qui nous reste, qu'on a encore le droit d'épuiser, qu'on a encore le droit de consommer. C'est la part restante du budget carbone. Et donc à mesure que ce budget carbone s'amenuise, la valeur du carbone qui nous reste à émettre devient de plus en plus rare, et donc a une valeur qui s'accroît. D'accord ? Donc c'est un principe très très simple qui est régi par une règle dite règle de Hotelling, qui est une règle d'arbitrage intertemporel et qui va stipuler que le prix de marché, le prix d'une ressource non renouvelable, doit s'accroître au même rythme que le taux d'intérêt. D'accord ? Donc ici, c'est absolument ce qui est retenu, sauf qu'on a ces points de forçage en 2030 et 2050. Et donc on va avoir une trajectoire qui va être forcée jusqu'en 2030. On va imposer des niveaux plus élevés que ce qui est renvoyé par la règle Hotelling, tout simplement pour tenter de rattraper le retard pris par rapport à l'objectif facteur 4 qui a été mentionné précédemment. D'accord ? Et ensuite, au-delà de 2030, on laisse courir la règle Hotelling avec un taux de croissance de 4,5% par an, qui est le taux auquel on a actualisé, qui est le taux de long terme d'actualisation qui est utilisé. D'accord ? Mais au-delà de 2030, on prend en compte un certain nombre d'incertitudes, dont les principales sont des incertitudes géopolitiques et technologiques. Okay. Bon, et puis ensuite, il y a un recoupement de diverses simulations issues de modèles d'évaluation intégrés. Et voilà le résultat auquel on aboutit. Donc, je vous donne 4 chiffres phares de cette valeur du carbone. En 2020, le montant établi par la commission carbone est de 54 € par tonne. Okay. En 2030, on atteint 250 € par tonne. En 2040, on est à 500 € en moyenne. Et en 2050, on est à 775 €. D'accord ? Et vous voyez, donc, il y a le forçage dont je vous parlais ici. On a maintenu des niveaux beaucoup plus élevés avant 2030 pour rattraper les retards pris par rapport à l'objectif facteur 4. Au-delà de 2050, on suit vraiment une trajectoire à la Hotelling, 4,5% de croissance. Mais par contre, on voit apparaître des intervalles de confiance qui sont dus à l'incertitude. Avec tout ce qui est en dessous, ce sont des bonnes nouvelles, et tout ce qui est au-dessus, ce sont des mauvaises nouvelles. Et on a également identifié des seuils maximum de taxes et de seuil maximum de valeur, au-delà duquel le découplage décarbonation PIB n'est plus du tout assuré. C'est-à-dire au-delà duquel, clairement, on va perdre du PIB, on va perdre de la croissance pour des valeurs de carbone supérieures à ces montants-là. D'accord ? Donc voilà pour un schéma, c'est assez rapide. Si on devait comparer cette valeur par rapport aux autres études existantes, donc par rapport à Quinet 1, on voit bien qu'on a, par rapport à la commission valeur de 2008, on a clairement réévalué à la hausse la valeur du carbone. Et par rapport au scénario du GIEC, donc, qui était mentionné ce matin, avec l'incertitude qui les caractérise, donc le GIEC ne définit pas une valeur du carbone, mais définit plutôt des corridors. Vu l'incertitude, avec des corridors très très larges, comme vous pouvez voir. Bon, on est dans la fourchette basse du corridor, à chaque fois. D'accord ? Et donc pour terminer, juste je voudrais mentionner quelques remarques et surtout quelques réserves face à cette valeur, qui sont les réserves de la Commission par ailleurs. On adopte une approche séquentielle, c'est-à-dire que, étant donné l'incertitude qui prévaut au-delà de 2030, la Commission se réserve la possibilité de réviser à la hausse ou à la baisse la valeur du carbone tous les 5-10 ans à peu près.
ce n'est pas sans poser certains problèmes de consistance temporelle. Comme je vous disais, les investisseurs, surtout privés, ont besoin de sécurité sur le long terme, et donc il faudra que ces ajustements se fassent relativement à la marge pour crédibiliser complètement le dispositif. Ensuite, certain nombre d'entreprises françaises, un peu plus de 1100 actuellement, sont soumises au marché des permis d'échange négociables européens. Donc ça sous-entend la coexistence de deux valeurs du carbone. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les deux. D'accord ? Au long terme, est-ce que, et qu'il y a ces possibilités de révision, est-ce que finalement il ne faudrait pas offrir des garanties supplémentaires autres que cette valeur du carbone? Et enfin, la question qui fâche, c'est à un moment donné, quand même, il faudra vraiment faire en sorte que les marchés implémentent cette valeur. Pour que ce soit totalement crédible, il faudra vraiment implémenter, il faudra que les marchés implémentent cette valeur. Donc, est-ce que clairement on peut implémenter ces montants-là? Là, il y a tout un pas à franchir que jusqu'à présent aucun décideur politique public n'a décidé de franchir. Avec quel type d'instrument? Est-ce une taxe? Est-ce une subvention? Est-ce un marché? Est-ce un policy mix de tous ces trucs-là? Et si c'est une taxe, quelle est la valeur de la taxe carbone qu'il faudra mettre en place? Pour une taxe carbone pour une valeur de l'action du climat de 54 €, la taxe qui correspondrait donc par litre de samplon 95 serait de 12 centimes. C'était à peu près le cas, c'était 11 centimes pour la taxe avant fin 2018. Quand on passe à 250 €, on multiplie par 5. Quand on passe à 750, on multiplie, vous avez compris le truc. D'accord ? Je vous remercie beaucoup.